Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère, le podcast du vivant qui met en valeur les acteurs d'un monde en plein bouleversement. Je suis Isabelle Vauconsant et je tends mon micro pour vous parce que ça craint pour la planète. Aujourd'hui, je reçois les auteurs d'un livre à 4 mains, Les Marchands de Soleil, aux éditions Tana. Dans ce livre, les auteurs relatent la lutte de la montagne de Lure dans les Alpes de Haute-Provence pour échapper à l'installation de champs de panneaux solaires. Leur texte pose la question du positionnement complexe de la lutte écologique et des agriculteurs. Il interroge aussi plus largement notre société de l'hubris face aux enjeux énergétiques, mais aussi des ressources minières. Comment peut-on imaginer protéger ou respecter la nature si nous ne remettons pas en cause nos comportements prédateurs du monde ? Ce livre est fluide, poétique, sensible, souvent indigné, parfois véhément, au fil des pages et du récit. J'avoue que je l'ai lu d'une traite avec beaucoup de plaisir. Sylvie Bitterlin et Clément Osé en sont les auteurs. Sylvie, Clément, bonjour. 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 Qui êtes-vous ? Je m'appelle Sylvie et je suis comédienne de profession. J'habite au pied de la montagne de Lure, dans les Alpes de Haute-Provence. Je suis une grande amoureuse de la nature. Clément. Donc moi c'est Clément, j'ai 34 ans, j'habite en Indre-et-Loire et je suis écrivain. Je m'intéresse depuis plusieurs années à l'écologie, au monde agricole, à l'alimentation. Je précise que je suis écrivain à mi-temps. Souvent je fais autre chose parce que j'aime pas trop rester uniquement derrière un ordinateur. Donc là en ce moment je suis en train de retaper une maison. Pour commencer, rappelez-moi en quelques mots ce qui vous a rassemblé dans l'écriture de ce livre. Et j'aurais une deuxième question derrière. Est-ce qu'écrire un livre ensemble permet la construction d'une amitié ou est-ce que l'amitié doit préexister à l'écriture du livre ? Allez, j'y vais sur la genèse. Au début, avec Sylvie, on s'est rencontrés parce que j'avais réalisé de manière amateur un podcast sur une ferme collective où je m'étais installé. Et elle était tombée dessus, avait écouté avec grand intérêt, puis m'avait envoyé un petit message pour me dire que ça faisait écho à des questionnements qu'elle avait. Et je me souviens qu'à la fin du message, elle disait par contre, j'ai remarqué que tu avais un problème de diction. Tu parles trop vite et on comprend pas tout. Et elle m'avait glissé qu'elle venait elle du théâtre et qu'elle organisait des stages de lecture à voix haute. Donc du coup, j'ai pris la balle au bon, je suis allé faire un stage de lecture à voix haute chez Sylvie dans les Alpes de Haute-Provence. C'était super d'ailleurs, on a beaucoup médité, on a lu des textes, c'est très émouvant. Suite à ça, je me suis inscrit à la lettre d'info du collectif Elzéar Lure en Résistance, dans lequel était Sylvie, et donc j'ai reçu des mails comme ça pendant 1 an, 2 ans, jusqu'au moment où j'apprends que Sylvie est en train de bloquer des machines et qu'elle est devant des bulldozers, donc moi je suis passé de la méditation et la gymnastique sensorielle au blocage de bulldozers, et du coup ça m'a intrigué. Et puis moi me posant des questions sur l'écologie depuis plusieurs années, j'avais participé à des organisations militantes, j'avais essayé moi-même d'expérimenter un mode de vie super sobre dans la ferme collective où j'étais installé, puis après donc j'avais versé plus dans le militantisme, désobéissance civile, extinction rebellion, ce genre de choses. Donc là c'était encore une nouvelle forme d'engagement, et puis Sylvie m'envoyait aussi des articles assez critiques sur plein de mouvements écologistes et tout ça, et ça, à chaque fois ça grattait, mais c'était toujours intéressant. Et donc je lui ai proposé de faire un livre, et puis c'était aussi une opportunité pour me reposer ces questions de l'écologie, et j'étais plutôt de base convaincu que c'était une bonne chose de développer les énergies renouvelables. C'était bien dommage qu'on mette autant d'argent dans le nucléaire alors qu'il y avait d'autres solutions qui existaient. Donc là, le fait qu'elle se batte contre les centrales photovoltaïques, au début, j'avoue que j'étais un peu sceptique, et donc je me suis dit, il faut aller voir pour comprendre. Ah oui, la question sur l'amitié, est-ce qu'il faut être ami avant de coécrire ou est-ce que c'est l'écriture qui crée l'amitié ? Allez, je réponds parce que j'ai 2 expériences. Du coup, la précédente, c'était avec une amie aussi pour plutôt nourrir. Moi, pour l'instant, j'ai pas écrit encore avec des inconnus. D'ailleurs, ce serait intéressant, je pense, de le faire. Je suis sûr que ça ferait naître une relation, peut-être d'amitié. En fait, l'amitié, elle permet un accès plus rapide à la personne, à sa vie. Il y a une confiance qui fait qu'en fait, on va plus vite au cœur de la matière. Avec Sylvie, on s'apprécie, on se fait confiance, on a de l'estime pour le travail de l'un et de l'autre. Donc c'est vrai que ça facilite grandement. Enfin, je sais que le reportage pour le coup était plus court sur ce livre-là, mais en fait c'était pas gênant parce que j'avais exactement compris la matière dont on avait besoin pour faire le livre. Pour moi c'était comme un livre ouvert quoi, avant le livre. Donc oui, l'amitié ça aide, et je crois plutôt que ça nous a rapprochés. Avec Noémie, la coécriture précédente, et à un moment quand même on s'est un peu engueulé. Donc là l'amitié elle en a pris un coup parce qu'on n'était pas d'accord, mais ça nous a fait cheminer tous les deux. Donc.
Alors, je vais partir de l'amitié, moi, d'abord, pour raconter la rencontre avec Clément et l'écriture avec lui. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup touchée en Clément, et il n'y a pas qu'avec lui, il y a quelques autres jeunes de son âge, de sa génération, donc la trentaine, qui me touchent énormément parce que pour moi, ce sont ces personnes-là qui portent notre avenir, et je suis surprise et profondément interpellée par le fait que Clément, quand j'ai écouté son premier podcast, d'ailleurs j'en ai écouté plein après de lui, presque ça me fait pleurer moi d'entendre des jeunes qui, au lieu de se lancer, comme il était question au départ, dans des orientations qui sont celles que propose notre civilisation aux jeunes, se remettent tout ça en question, partent avec un sac à dos en stop à l'autre bout du monde et vont chercher d'autres manières de vivre pour comprendre ce vers quoi nous pourrions aller. En fait, je me rends compte que toute la lutte que je fais actuellement, donc qui est sur la montagne de Lure, contre l'invasion de cette montagne, toute une vague d'industriels sans foi ni loi qui viennent vraiment piller ce territoire pour en faire de l'argent. Je vois bien que cette lutte, elle n'est pas pour moi-même en fait. Elle n'est pas pour moi-même, elle est pour soutenir tous ceux qui souhaitent un autre monde. Et c'est ça qui me donne vraiment de la force. Si j'étais toute seule, peut-être je n'aurais eu aucune force, aucun courage d'aller me mettre devant les bulldozers. Il y a donc bien sûr tous ces jeunes, ces gens qui arrivent après nous. Et puis il y a le monde des autres êtres vivants non humains, des papillons, des vers de terre, ça fait partie de ma famille. Et de voir qu'on a aussi peu de respect pour ce qui vit dans ces montagnes, qu'on arrive avec des tronçonneuses et des pelleteuses pour arracher la vie à la montagne, c'est complètement insupportable. Donc l'amitié avec Clément, bien sûr, moi me soutient, comme dit Clément, pour écrire un livre en si peu de temps, parce qu'on s'est donné quelques mois, à peine 6 mois. C'était très très important aussi que je pressente qu'on avait les mêmes points de vue, les mêmes idées au départ. Parce que ça aurait pas été possible d'aller aussi vite s'il avait fallu qu'on discute entre nous de nos idées. En fait, il y a eu quelques points où on a discuté parce qu'on se demandait juste, en se mettant dans la peau des lecteurs, si les idées qu'on partageait allaient passer. Ça a été souvent des deuils aussi à faire. Mais on était profondément en accord sur le fond. Ma question d'après va être, est-ce que vous pouvez nous brosser en quelques mots les grandes étapes de cette lutte et nous rappeler son contexte ? Ça a commencé par le fait de découvrir que moi je vis dans cet endroit, j'y suis venue parce que c'est un endroit sauvage. Parce qu'il y a des immenses territoires non occupés, on peut marcher pendant 3, 4 heures. 5 heures dans la montagne de Lure sans rencontrer personne. C'est une végétation fantastique, une biodiversité extraordinaire. J'ai commencé à être alertée quand j'ai compris que tous ces beaux champs de lavande que je voyais étaient en fait sous pesticides. Que en fait il y avait du côté de certains agriculteurs aucun respect de cette terre. Et peu de temps après, j'ai découvert que il allait y avoir des centrales solaires. Une centrale solaire veut dire des immenses espaces déboisés ou détruits s'il s'agit d'une terre naturelle sur lesquels on installe des panneaux solaires photovoltaïques. Et même si j'étais dans ce questionnement, ah oui, il faut une transition énergétique, il faut du renouvelable, donc des énergies qui ne détruisent pas la planète, et que dans les médias disait que le panneau solaire était l'idéal pour ça, j'étais pas contre. Sauf que j'ai commencé à voir ce qu'étaient des centrales solaires, puisqu'on en avait déjà à ce moment-là une douzaine sur la montagne de Lure installées. Je me suis dit, c'est quand même étrange, parce que les forêts sont parties, ils ont mis des centrales solaires à la place des forêts. Il y a quelque chose de
pas juste dans le fait de dire que c'est une énergie écologique et qu'on enlève les arbres et la végétation pour ça. C'est à ce moment-là qu'est arrivée sur un marché une personne qui faisait signer une pétition contre une nouvelle centrale solaire qui allait se créer à Cruys, dans le village juste en face de chez moi, et sur tout un pan de la montagne que je voyais de ma fenêtre, donc je savais que ce pan de montagne était plein d'arbres, puisque je m'y promenais, mais je le voyais clairement. Et donc là, ça a été une alerte en trop, et on a créé à quelques-uns un collectif qu'on a appelé le collectif Elzéar, Lure en résistance, pour s'opposer aux centrales solaires présentes et futures qui s'installaient sur la montagne de Lure. En nous informant, on a découvert que il y avait des projets, en effet, d'une quinzaine d'autres centrales sur cette montagne. Donc on en était dans nos comptes à entre 1000 et 1500 hectares de terres naturelles qui allaient être impactées ou qui l'étaient déjà. C'est pas évident de savoir comment lutter. On découvre, on sait pas, on est novice, on n'a jamais fait ça. Moi, j'avais lu des livres sur la résistance, donc je connaissais des stratégies et des moyens, et donc j'ai proposé aux autres de commencer à mettre ça en place. Donc les premières stratégies, c'est l'information, la sensibilisation, aller de village en village, faire des réunions publiques, projeter des films, récolter des adresses pour faire un fichier mail, pour s'informer, etc. Et ça a duré 2 ans, jusqu'au moment où là, le défrichage pour cette fameuse centrale solaire a commencé. Et on n'était pas prête du tout. On pensait que sensibiliser, avoir des gens avec nous qui étaient contre pouvait suffire. Mais eux, évidemment, ils en ont vraiment rien à faire en 60, 2000, 19 000 comme il y a eu sur la pétition contre Cruys. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller au bout de leur projet. Donc, ils sont arrivés avec leur tronçonneuse et ils ont coupé les arbres. Et là, on n'a pas eu d'autre solution instinctive que de se mettre devant les tronçonneuses, de mettre nos corps entre les arbres et les tronçonneuses pour empêcher les bûcherons de couper les arbres. C'était tout ce qui nous restait à faire, nous filmer, informer, et ça a duré 4 jours comme ça, où on était entre les bûcherons et les arbres, à partir à la mi-journée épuisés parce qu'on n'était pas assez nombreux et qui coupaient quand même. Au bout de ces 4 jours, la seule solution, puisqu'il restait qu'une quinzaine d'arbres, c'était de se mettre dedans. Donc on est monté dans les arbres. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'un bûcheron a coupé l'arbre sur lequel était une militante. Donc la militante est tombée, elle a été blessée, emmenée à l'hôpital, et après ça, ils ont continué. La gendarmerie était là, ne disait rien. Donc on s'est retrouvés au final plus qu'à 2 perchés dans les arbres parce que les autres étaient partis, et on a laissé nos arbres. Parce qu'on n'avait plus le courage de rester, il n'y avait plus de sens, et les arbres ont été coupés. Donc ça a été un gros choc émotionnel. Ça a été une grosse dépression ensuite après ça, parce que vivre au milieu des tronçonneuses qui coupent les arbres, c'est complètement insupportable quand on les aime, les arbres. Heureusement pour nous, l'entreprise a laissé 9 mois entre la fin du défrichage et le début de la suite des événements, qui est le terrassement. Donc venir avec des machines, des monstres d'acier pour créer des parkings, des routes, pour poinçonner le sol, pour mettre des piquets. Et là, on a eu donc 9 mois pour se remettre de nos émotions, et là, préparer vraiment un groupe, comme une petite guérilla, à se mettre face aux machines. Et face aux machines, vous avez fini dans les tribunaux. Oui, on a fini, mais on a quand même là tenu, pas 4 jours, mais 2 mois et demi. 2 mois et demi à venir tous les jours nous mettre devant les machines, arrêter le chantier, nous accrocher, attendre que
là, du coup, les gendarmes étaient plus actifs et donc ils cherchaient à nous sortir du chantier. Nous, on connaît les lois, donc on sait que ni vigiles ni gendarmes peuvent nous toucher, ils n'ont pas le droit. Donc ils nous menacent jusqu'à ce que vienne un peloton d'intervention qui s'appelle les PSIG et qui sont là des gendarmes qui ont le droit d'utiliser la force pour nous faire sortir. Donc ce peloton d'intervention arrivait en général au bout de 4 ou 6 heures. Donc on avait 4 ou 6 heures de blocage de chantier. S'ils venaient, parce qu'ils ne pouvaient pas venir tous les jours, ils avaient aussi d'autres choses à faire que de monter au fin fond de la montagne de Lure pour aller chercher 3 militantes accrochées aux machines. Donc ça a duré 2 mois et demi avant que la préfecture donne vraiment l'ordre là de nous arrêter et de nous faire passer au tribunal en comparution immédiate. Donc il y a eu 2 militantes arrêtées et on est d'ailleurs toujours en procès puisque le procès ayant eu lieu et ayant été déclaré coupable, on a fait appel. Là, je m'adresse et à l'un et à l'autre. Dans toute cette histoire, que ce soit au titre du militantisme ou au titre du regard de l'écrivain, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la manière dont les choses se sont déroulées, dans les actions qui ont été menées avec et contre vous? Pour moi, ce que je dois dire, c'est que ce qui m'a vraiment surprise, c'est à quel point l'État protège ces multinationales. Bien sûr, c'est un projet de l'État français, qui est de dire on va passer au tout renouvelable. Nous, on a fouillé. Le réel projet, c'est pas de passer au tout renouvelable, c'est de créer de plus en plus, de produire de plus en plus d'énergie pour un monde qui a de plus en plus d'énergie. Donc il n'y a aucun projet de remplacer une énergie par une autre, il y a un projet de continuer une civilisation de production d'énergie pour une civilisation consommatrice de produits de toutes sortes. Donc il y a les voitures électriques, mais derrière ça, il y a tout le monde industriel qui se déploie. Et nous, on sait par exemple que toute la montagne de Lure va être recouverte de panneaux solaires pour alimenter les industriels de Fos-sur-Mer, le port autonome de Marseille qui veut se reconvertir en électricité, et même des industriels sur Lyon qui naissent, qui se déploient, qui se développent, et donc qui ont besoin d'énergie. Donc c'est un projet d'État qui met pression sur les préfectures pour autoriser, coûte que coûte, ces projets-là. Nous, très vite, on s'est entouré de juristes, d'avocats pour nous soutenir, donc pour soutenir les militants qui font des actions de désobéissance civile, mais aussi pour nous guider sur les actions à faire contre les industriels. Et le juriste Pierrot Pantel, qui travaille avec nous, ce qu'il fait, c'est qu'il étudie tous les dossiers de demande d'autorisation de construction de ces centrales solaires, les permis de construire, les permis de défrichage, et immédiatement ils trouvent des infractions. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire des études d'impact, on est en pleine nature, donc il y a des espèces protégées partout. Quand une espèce est protégée, il est interdit d'y toucher, sauf si on a des dérogations, donc des autorisations de la préfecture de détruire ces espèces protégées. Évidemment, que font les entreprises ? Elles font passer des naturalistes, elles repèrent quelques espèces protégées, elles demandent les dérogations qui immédiatement leur sont accordées. Donc, les doigts dans le nez, elles viennent et elles détruisent tout ça. Sauf que ces études d'impact sont toujours faites à la va-vite, à la légère, puisque c'est les industriels qui les commandent et ça les intéresse qu'on découvre pas trop de choses. Et donc très vite, le juriste trouve des failles. Donc on attaque l'industriel qui commence ses travaux si il n'a pas de dérogation pour toutes les espèces protégées présentes sur le terrain. D'ailleurs, nous aussi, on fait passer des naturalistes qui trouvent toujours des espèces différentes
de celles trouvées par les industriels. Mais évidemment, l'industriel n'a pas les dérogations sur le moment. Au lieu d'aller les chercher pour gagner du temps, il continue ses travaux. Donc il est en infraction, très officiellement. On le dit, on dépose des plaintes qui ne sont pas traitées, qui restent dans les bureaux, et l'industriel continue son travail, malgré les militants qui sont sur le terrain et qui donnent l'alarme en disant « Attention, ils ne sont pas en règle, on nous arrête nous, mais eux jamais. » Jamais, jusqu'à ce que le tribunal administratif de Marseille juge le recours en appel qui a été déposé contre ces industriels bien avant que le chantier commence. Donc un recours administratif, c'est encore beaucoup plus long à être traité. Et là, les juges nous donnent raison. Donc on se dit, chouette, on a gagné. Bon, la centrale est faite, hein. Elle est finie, elle fonctionne. L'industriel est en train de se faire des millions d'euros dans sa poche. L'industriel, évidemment, a encore une possibilité de passer au Conseil d'État. Donc il peut encore attendre 1 an avant d'être définitivement jugé. Mais en plus, que fait la préfecture ? Elle passe derrière et elle redonne des autorisations pour l'industriel qui n'a plus aucune dérogation parce qu'elles sont toutes tombées, et il lui en redonne. Donc en fait, la préfecture, l'État est en train lui-même de passer au-dessus du tribunal administratif. On peut encore passer derrière. Donc on est dans un système où on voit que tout est bafoué de partout. Tout est bafoué. Et nous, ce qu'il nous faut comme courage, c'est de se dire, malgré tout ça, on continue. Parce que, en fait, le seul endroit où nous avons encore du pouvoir, c'est nous en tant que citoyens. Seulement en tant que citoyens, de dire non à un système mortifère, que la loi, que l'État, que quiconque soit avec nous ou pas. C'est chez nous, c'est un territoire qu'on se doit, on a le devoir de le protéger. D'ailleurs, il y a une loi qui est l'article 2 du Code de l'environnement qui dit « Tout citoyen a le devoir de protéger son environnement lorsqu'il est en danger ». Donc nous faisons notre devoir et face à ça, nous n'avons pas d'aide en face. On est en train d'envoyer une plainte pour montrer toutes ces aberrations, tout ce qui a été fait aux militants qui ne font que leur devoir et que dénoncer des infractions d'État. Moi, ce qui m'a surpris pour répondre à la question, il y a 2 choses. Donc la première, c'est dans la continuité de ce que tu dis, Sylvie, c'est en fait, alors, pour recontextualiser, moi je suis arrivé au moment du procès, donc je suis vraiment rentré dans l'histoire à ce moment-là. C'était intéressant parce que du coup j'avais les pour, les contre, les témoignages de Sylvie, de Claudine. Enfin, du coup j'ai pu me faire aussi moi mon avis pendant le procès. C'était une bonne opportunité. Ce qui m'a surpris, c'est un peu, je dirais le même sentiment que quand on est au Méga Bassine, c'est en fait l'espèce de gap qui se crée entre des citoyens et leurs institutions qui sont censés, moi je sais pas, depuis que je suis petit on m'a appris que la police elle était là pour protéger les gens, que l'État il était là pour l'intérêt général. Et en fait dans ce genre de situation où là on n'est plus dans les discours, etc., on est vraiment sur le terrain face à des actes, ben, on voit qu'il y a une institution, qu'elle soit judiciaire ou policière ou préfectorale, qui prend clairement un parti et va décider de défendre un côté plus que l'autre. Malgré les lois, on a une situation d'illégalité d'un chantier et ça ne change rien, quoi. Et même dans le tribunal où on est donc là dans la justice qui est indépendante, donc on se dit elle va être peut-être d'un autre avis que celui de la préfecture ou de l'État. Maintenant, pareil, on sent chez les magistrats, chez le procureur, une espèce de culture civilisationnelle très forte, qui est tellement forte que même si une loi est enfreinte, bon bah finalement c'est le code de l'environnement, c'est pas si grave. On sent que dans le fond, même s'il y a les lois, c'est les militants qui l'ont bien cherché, donc finalement ils ont que ce qu'ils méritent. Et là il y a une fracture qui se fait, je trouve, entre des citoyens et puis une société, quoi. Je vais pas reprendre Rousseau, mais on a à un moment donné, je sais pas, l'exercice légitime de la violence, il y a une espèce de contrat social, et là ils se trouvent rompus en fait. Dans ce genre de situation. Ma confiance dans les institutions, elle en prend un coup à chaque fois. Ça, c'est la première chose qui m'a surpris.
Et la deuxième, rien à voir, c'est par rapport au profil des personnes qui militent dans la montagne de Lure. En fait, c'est hallucinant. Moi, je m'attendais à, je sais pas, avoir un peu des jeunes. Enfin, voilà, le monde militant tel que je le connaissais, c'était plutôt jeune, plutôt éduqué, machin. Et là, en fait, on se retrouve avec essentiellement des grands-mères qui ont, Claudine, t'as co-prévenu, elle a 73 ans. C'est une brindille. Enfin, on s'attend pas du tout à voir ce genre de profil devant des machines. Moi, en réalité, je suis surpris parce que les gens que je connais de cette génération, mes références, hein, c'est mes parents, leurs amis, les gens que je peux côtoyer, ils sont pas du tout dans ce genre d'action. Et là, moi, juste, je suis impressionné de voir que, si, en fait, cette génération-là, elle se bouge, et même plus fort que ce que peuvent faire beaucoup de gens de ma génération. Donc ça, c'était une claque pour moi. Voilà. Les agriculteurs sont en colère partout en France. Des mêmes constats, ils ne tirent pas les mêmes conclusions, ils n'appellent pas les mêmes solutions. Pourtant, il me semble que, contrairement au discours général, beaucoup d'entre eux ne sont pas si tranchés que ça, et que l'installation des champs agrivoltaïques qui se présentent comme une solution de court terme les tente, mais qui sont pas si convaincus que ça. Dans le livre, on sent que c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu cette complexité qu'il y a chez les agriculteurs ? Alors je vais prendre la parole parce que c'est plus moi qui ai creusé la question. Du coup, ce dont on parle, ça s'appelle l'agrivoltaïsme. C'est un concept marketing qui a été inventé avant 2010 par un gars qui bossait à l'INRA et puis un entrepreneur qui lançait un peu sa start-up dans le milieu du solaire. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a pas mal d'études là sur le sujet qui montrent un peu l'origine de ce mot qu'il faut toujours mettre entre guillemets, on l'a mis entre guillemets dans le livre. Les agriculteurs, donc l'idée de l'agrivoltaïsme, c'est de dire non seulement on va produire de l'énergie électrique dans les champs, mais en plus ces panneaux-là, ils vont apporter des services écosystémiques parce que quand tu auras trop de soleil, ça va permettre de créer de l'ombre, ça va améliorer le bien-être animal parce que les moutons ils pourront se mettre sous les panneaux quand ils auront trop chaud. Dire qu'en fait ça va non seulement créer de l'énergie, mais en plus être bénéfique à l'agriculture. Il y a des gens qui disent que l'herbe va mieux pousser sous les panneaux parce que il y a des technologies qui permettent de répartir la lumière, de je sais pas quoi. Et du coup, moi j'ai assisté aux assises françaises de l'agrivoltaïsme qui avaient lieu pas très loin de chez moi par hasard. Donc j'ai vu un peu les gens qui s'exprimaient, les lobbyistes, des agriculteurs qui accueillaient des projets agrivoltaïques chez eux. Et j'ai décidé suite à ça d'aller rencontrer un prof à moi qui lui avait la volonté de mettre des panneaux dans ses champs. Donc on s'est retrouvés, on était face à la parcelle en question. Il me disait que ça partait, c'est les terres qui partaient à la déprise, donc qui étaient plus rentables. Je précise que c'est un prof qui avait pas forcément, politiquement on est assez différents. Moi les syndicats agricoles qui peuvent me toucher sont pas ceux qui le touchent lui. Voilà, donc l'idée c'était aussi d'aller se confronter à un autre point de vue, à des gens qui pensent pas pareil. Pour autant c'est un gars qui est un fin agronome, qui a une observation très fine de la vie dans ses sols, de l'infiltration de l'eau, enfin il est très technique, très pointu. Et donc moi en allant le voir, c'était savoir un peu si lui souscrivait aux arguments qui étaient avancés par les promoteurs de l'agrivoltaïsme. Et donc en fait je suis allé une après-midi et puis assez vite dans la discussion il m'a dit que c'était juste une histoire d'argent. Grosso modo, les agriculteurs comme les petites communes au pied de la montagne de Lure ont des problèmes financiers. Les agriculteurs on les a mis très bas, on les a rendus très dépendants de plein de choses, on leur offre de l'argent quoi. Donc c'est ça qui les attire, et je pense que le discours écologique, il vient dans un deuxième temps, mais lui, il était pas du tout convaincu que l'herbe allait mieux pousser sous des panneaux. Il y a d'ailleurs des études là qui commencent à sortir sur le fait que, alors c'est une étude qui a fuité d'un des principaux promoteurs, la Sunagri de l'agrivoltaïsme, c'est sorti dans le journal L'Empaillé, et du coup il montre que dans les vergers, dans les vignobles qu'ils ont étudiés, les rendements baissent en réalité sous les panneaux, donc non seulement il n'y a pas du tout ces bienfaits, mais les rendements baissent. Donc non, pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux, et on en parle dans un deuxième temps. Je pense qu'à Cruy, c'est aussi l'argent qui les a intéressés en premier, et puis derrière, on peut se targuer de produire de l'énergie propre, et puis récupérer les éléments de communication, je dirais, des industriels, pour faire accepter le projet auprès de la population. Oui, c'est pas une forte conviction... Non. Ni un désintérêt total pour l'environnement qui est autour d'eux. Non, alors je pense que c'est une façon aussi de se conforter dans son choix, une fois qu'on s'est dit je vais mettre des panneaux parce qu'on était attiré par l'aspect financier, de se dire oui, puis en fait c'est peut-être aussi bien, mais... Est-ce qu'ils ont le choix sur l'aspect financier ?
Bah non, c'est ça qui est très compliqué en fait, c'est que moi j'étais face à un agriculteur qui a du mal à s'en sortir, comme beaucoup. Hein, c'est pas, on parle pas d'Arnaud Rousseau, patron d'une grande coopérative. Là, on parle de un gars qui est céréalier, qui a, je sais pas, 150 hectares et qui subit des cours internationaux dans un modèle très compliqué financièrement. Et on peut pas lui jeter la pierre en fait. Je les pointe pas du tout du doigt, c'est plutôt cette façon qu'ont les industriels de surfer sur la misère paysanne. En fait, le problème, il faut le régler en amont, que les denrées agricoles soient payées à leur juste valeur, que on rende les paysans aussi moins dépendants, que on aille sur une agriculture paysanne plus autonome. Il y a tout un tas de questions en fait, et qui là sont éludées. Et il y a même des gens qui disent oui, mais attendez, l'agrivoltaïsme c'est une opportunité pour changer de modèle. Vous allez pouvoir faire de l'agroforesterie à côté, du bio, etc. Comme si c'était le levier pour passer notre agriculture, quoi. Alors qu'en fait, il faut passer à une agriculture différente, sans avoir cette espèce de béquille qui est hyper dangereuse, parce que le jour où la boîte elle fait faillite ou que cette manne financière elle s'arrête, eh ben l'agriculteur là se retrouve réellement en difficulté parce que son modèle économique va intégrer l'argent qui tombe du ciel et qui un jour peut-être tombera plus. Oui, puis je présume que par ailleurs, il y a un certain nombre d'hectares qui sont utiles à l'autonomie alimentaire de la France et qui ne peuvent pas être transformés uniquement en panneaux solaires. Bah, tout à fait, là on parle de 150 000 hectares qui seraient artificialisés pour être des panneaux. Donc il y a des productions hautes, on recouvre pas toute la surface de panneaux, aujourd'hui c'est 40%. Il est avéré qu'il y a assez de surface artificialisée pour mettre des panneaux ailleurs que dans les champs ou dans les forêts. Le truc c'est que c'est beaucoup plus rentable pour les développeurs photovoltaïques d'avoir accès à de grandes surfaces avec un seul interlocuteur. Comme ça ils ont des économies d'échelle et voilà, les projets sont plus rentables financièrement. S'il fallait qu'ils aillent voir, vous imaginez à Paris, tous les 15 propriétaires de l'immeuble pour savoir si on va installer 15 mètres carrés de panneaux solaires sur les toitures, c'est ingérable pour eux. Donc en fait, ils s'intéressent pas trop aux espaces artificialisés, ils veulent quelque chose qui rapporte vite de l'argent et c'est des sommes quand même considérables. Les calculs qu'on a fait pour Cruis, si on prend une durée de 30 ans d'exploitation là d'une centrale photovoltaïque, en 30 ans par hectare, ça rapporte 1 million d'euros. Donc là Cruis c'est 7 hectares, ça fait 17 millions d'euros. Donc en fait, il y a beaucoup d'argent à faire. Ça explique la violence, hein. Oui, ça explique la violence et les entreprises qui veulent pas se laisser faire. Moi, j'ai assisté à des blocages qui ont mal fini parce qu'il y avait une première équipe de vigiles qui était relativement dans les clous, c'est-à-dire qu'ils touchaient pas trop les manifestants, ils les retiraient pas. Et puis ensuite, ils ont changé leur fusil d'épaule, qui n'a pas hésité à frapper les manifestants avec des barres de fer, des chaînes, enfin voilà. Et encore une fois, ça passe. Sylvie, vous les connaissez, tous les paysans autour de chez vous. Dans quels affres sont-ils de contradictions, de complexité ? Ben, en fait, il y a vraiment deux types de profils. Il y a ceux qui sont vraiment attirés par l'argent et qui se laissent vraiment influencer par le discours des promoteurs. Et nous, on a eu ça dans notre commune à Montlot, un propriétaire terrien qui propose 30 hectares de bois pour mettre des panneaux solaires pour faire paître les vaches du voisin. Et bon, ben, c'est une forêt de 30 hectares qui disparaît. Et pour lui, il dit, mais attendez, c'est intéressant, c'est 60 000 euros par an, quand même, qui me revient. Et son copain, un paysan, qui dit, bah oui, et puis moi, mes vaches, elles me pèteront dessous, il n'y a pas de problème, alors que ces vaches sont déjà dans le bois et ont déjà l'ombre des arbres et ont déjà l'herbe et la biodiversité qu'il y a sous les arbres qui va être complètement perdue quand on construira ces panneaux. Et puis, il y a d'autres types de paysans. Alors, eux se nomment paysans, non pas agriculteurs. Les paysans, c'est... Exploitants. Les paysans, eux, disent c'est vraiment un ravage terrible qui est en train de nous arriver. Ils font des troupeaux de vaches ou de moutons qui paissent sur les hauteurs de Lure. Il y a un pastoralisme très important chez nous, en Provence. Et ces pâturages vont être recouverts de panneaux solaires. C'est le projet, là, aux Aumergues. Là, sur 250 hectares, là, un projet de centrale solaire qui est en train de se mettre en place. Et eux, ils savent très bien qu'ils perdent leur pâturage.
Ils le savent. Et c'est pas le problème de l'argent, c'est le problème de perdre leur possibilité de travail. C'est ça qu'ils voient. Ils voient que les animaux n'auront plus de quoi manger, ils le savent. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique, ah, mais vous savez, peut-être il y a une entourloupe derrière le fait que les promoteurs vous disent que mais si l'herbe a poussé dessous. Ils le savent, ils voient bien. D'ailleurs, il y a quelques centrales solaires sur Lure où les moutons viennent paître, mais c'est pas qu'ils viennent paître, ils viennent juste bouffer les ronces pour débroussailler les panneaux solaires. Ils servent de machine à débroussailler, mais ils n'ont rien, pas grand-chose à manger. Il y a un mot qu'a utilisé Clément, qui est extrêmement important, et qu'il faut s'il devait y avoir un mot qui clôture l'émission, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux, ce qui est en train d'arriver. D'une part, parce que, comme tu disais, c'est en train de prendre des espaces agricoles, donc des terres dont nous avons besoin, nous, humains, pour notre alimentation. Si les agriculteurs deviennent des vendeurs, des producteurs d'électricité, ils ne produisent plus d'alimentation. Donc nous sommes en train de perdre ceux qui nous alimentent. Nous sommes en train de perdre aussi la biodiversité. Si on coupe une forêt, si on a investi par exemple en Ardèche, dans les Cévennes, ce sont des pelouses sèches. Alors on dit, c'est des collines entières pleines de pelouses sèches, du maquis. Alors on dit, il n'y a pas d'arbres, qu'est-ce que ça peut faire? Les pelouses sèches, c'est plein de biodiversité. Tout ce qui est végétation va servir à la création de la pluie, à la création de l'humidité. Les arbres en premier, et tout le reste aussi. Donc si nous livrons tous ces espaces aux industriels, nous sommes en train d'agir sur le climat, sur la pluie, sur le réchauffement climatique. Une centrale solaire dégage 80 degrés l'été, en plein soleil. Donc c'est un courant d'air chaud qui monte et qui va se propager autour. Donc on est en train de réchauffer un climat qui se réchauffe déjà. Donc chez nous en Provence c'est très dangereux parce qu'on a déjà très chaud l'été, mais ça va être pire. Mais ça va être partout en France puisqu'il va y en avoir partout en France. Donc on agit sur l'eau. L'eau ne peut plus ruisseler puisque les sols ont été complètement ravagés, dégradés, tassés. Donc on perd l'infiltration des eaux dans les nappes phréatiques. Et ensuite, l'autre gros danger, c'est les incendies. Parce que une fois qu'on enlève la végétation pour y mettre des panneaux solaires, on crée, comme je viens de dire, un espace chaud, mais un espace aussi où il y a plus de verdure, plus d'herbe, qui va appeler le chaud et donc qui va produire aussi des espèces de grands courants d'air dans lesquels, si un feu naît, le feu va se propager d'autant plus rapidement. Si une centrale solaire, elle, s'enflamme, ce qui est arrivé plein de fois déjà, il y a des centrales solaires qui brûlent parce qu'il y a aussi de l'électricité, donc il y a des courts-circuits, des choses comme ça. Les pompiers ne peuvent pas arrêter le feu. L'autre jour, il y a une militante qui a rencontré un pompier, elle se promenait là en forêt, puis ils ont blablabla, et le pompier lui a dit je vous dis ça, et évidemment l'information n'est pas dite, nous, s'il y a un feu, on ne peut pas l'arrêter sur une centrale solaire. Donc ça veut dire que toute la centrale crame, mais même s'ils ont fait des espaces autour de protection d'incendie, ce qu'ils appellent les OLD, le feu va se propager autour aussi. Donc en fait, on est dans une situation où on est en plein réchauffement climatique, tout le monde crie oh là là, le réchauffement climatique, mais on est en train de continuer à aggraver toutes les conditions pour que le climat se réchauffe, pour que la terre se dessèche plus, pour que l'eau ne vienne plus et pour que la biodiversité meure. Pour moi, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que je me bats et que nous nous battons sur Lure,
Et il y a en France, on a compté environ 130 collectifs contre juste les centrales solaires photovoltaïques. Donc on est de plus en plus nombreux à nous battre contre ça. Si on laisse le plan se faire, parce qu'ils veulent continuer, et ils veulent multiplier, donc l'État a donné un niveau à atteindre où il faudrait qu'on multiplie par 3 ou 5, je ne sais plus, les centrales solaires d'ici 2030. Enfin, c'est une aberration totale. Alors nous, on ne parle pas là des éoliennes, mais c'est pareil, hein, c'est un gros désastre, les éoliennes. On ne parle pas de la biomasse, qui est un énorme désastre où on utilise les forêts pour créer de l'énergie soi-disant verte. Et ni de l'hydrogène vert, qui est aussi un énorme désastre. En fait, pour résumer, il n'y a aucune création d'énergie qui ne soit pas dangereuse pour la planète, pour la biodiversité, pour la nature, pour nous humains. Donc la question à se poser, c'est pas qu'est-ce qu'il faut faire pour comme énergie renouvelable, que tout ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vivre? Est-ce que c'est la vie qui nous intéresse? Est-ce que c'est le monde vivant qui nous intéresse? Ou est-ce que c'est protéger une civilisation de consommation, un mode de vie de confort qui nous permet de, on va dire, survivre? Mais pour moi, la vie, c'est pas d'avoir un ordinateur et un téléphone portable et une voiture électrique. C'est de pouvoir respirer un air qui se respire, qui soit pas pollué, de boire une eau qui soit potable et de manger une alimentation qui ne soit pas empoisonnée, qui ne va pas me tuer. Et pouvoir surtout, alors là c'est le fin du fin, me retrouver dans un espace où il y a d'autres êtres vivants que nous les humains. Qu'il y a aussi des animaux sauvages, des oiseaux, des papillons. Ça fait partie du monde vivant. Et c'est comme si nous, humains, on ne réfléchissait que en tant qu'humains avec les humains. On ne pense pas aux autres êtres vivants. Là, moi, quand j'arrive à Paris, je suis catastrophée parce que je sors du train, il n'y a plus un être vivant autre que nous autour de moi. Je vois pas un oiseau, peut-être un peu dans la gare de Lyon, là. Un pigeon, mais quelques arbres éventuels. Mais pour moi, c'est impossible d'imaginer une vie ainsi. Or, la plupart des humains c'est notre culture qui a créé ça. On irait dans les forêts amazoniennes questionner un Indien. Pour lui, c'est évident que l'arbre est important. Donc c'est la question. Et pour résoudre cette question, c'est d'abord réfléchir à un mode de vie qui soit totalement autre, beaucoup plus sobre, et donc un mode de vie pour lequel on n'ait pas besoin de détruire la nature, le monde naturel et le monde vivant pour nous survivre. Et c'est très possible. Il y a beaucoup de sociétés, de civilisations qui vivent sans détruire l'espace naturel autour d'eux, au contraire, qui s'arrangent pour que le monde autour d'eux naturel se reproduise, parce qu'ils ont compris que leur survie dépendait de ce monde naturel. Ils ont compris ça, donc ils vont pas le détruire. Nous, on est la seule civilisation qui détruisons notre propre habitat et nos propres capacités de nous nourrir et de survivre. C'est une énorme aberration. Ça marche pour 8 milliards d'individus. Surtout pour 8 milliards d'individus. D'autant plus. On devrait d'autant plus faire attention qu'on est nombreux. Mais là, on a cette croyance que c'est l'industrie, le monde industriel qui va nous sauver. C'est parce qu'on a des machines qui sont capables de cultiver un champ de 1000 hectares en 2 jours. Et ça va nous sauver la vie parce qu'on va pouvoir produire beaucoup d'aliments. Mais on produit des aliments qui sont pleins de pesticides et on pense que c'est ça notre survie. Notre survie, c'est de produire des aliments sains.
Donc il nous faut des terres saines. Et quand on dit 8 milliards d'individus, c'est la moitié nord du monde, c'est pas la moitié sud. Donc si nous, on allait voir comment vivent les autres et qu'on se calait sur leur mode de vie, très certainement, on pourrait vivre très facilement à 8 milliards de manière saine, simple. On appelle le mode de subsistance, subsister dans un monde subsistable. Moi, j'ajoute sur cette question-là, le livre précédent s'était demandé est-ce que, par exemple, l'agriculture paysanne, donc extensive, bio, plus de main-d'œuvre, pourrait nourrir le monde, ou est-ce qu'on est des utopistes, ce qui nous est souvent reproché. Et donc, si on transposait cette question de est-ce qu'on pourra tous s'alimenter avec un mode agricole, disons, réellement durable, en France, la réponse est oui. Il faudrait manger moins de viande, un quart de viande en moins, et on a assez de terre pour nourrir tous les Français. On est quand même 70 millions, je crois. Transposer ça au monde, c'est une autre question, parce qu'il y a des territoires qui aujourd'hui ont plus de mal à faire de l'agriculture à cause des questions de réchauffement et de sécheresse. Donc je m'avancerai pas forcément là-dessus, mais à mon avis, intuitivement, la réponse est oui, c'est possible, et après la variable d'ajustement, c'est le niveau de sobriété, quoi. Ce qui est sûr et certain, c'est que le mode de vie industriel n'est pas possible à long terme, et même à moyen terme. Partant de là, c'est vrai que souvent on nous dit un peu vous êtes utopiste, vous êtes primitiviste, vous avez des références dans les Indiens d'Amérique et tout ça. Des Amish peut-être. Des Amish, voilà, enfin on a affublé de beaucoup de noms, mais en fait on pourrait aussi inverser la question et dire est-ce que le mode de vie industriel est possible à moyen terme? La réponse est non, donc de là il faut qu'on réfléchisse au problème. La réponse elle est dans la sobriété en fait, jusqu'où est-ce qu'on va? Et là il faut faire attention parce que tout le monde parle de sobriété, mais où est-ce qu'on met le curseur, quoi? Parce que la sobriété, c'est pas d'avoir un SUV électrique, en fait. La sobriété, c'est, je pense, aller un petit peu plus loin. Oui, d'ailleurs, pour ça, on pourrait dire que dans le mouvement écologiste actuel, il y a deux grands groupes. Il y a le groupe écologiste qui va dire l'écologie, c'est sauver le mode de vie actuel, industriel, en le verdissant, donc en faisant des efforts pour que ce soit moins destructeurs, moins polluants, etc. Et puis la branche écologiste qui dit la vraie écologie, c'est de respecter le monde vivant, de respecter la nature. Donc là, on peut plus réfléchir en termes de préserver notre civilisation industrielle et le mode de vie tel qu'il est, puisque l'industriel, de toute façon, même si on le verdit entre guillemets, c'est-à-dire qu'on met des panneaux solaires sur le toit des usines, plutôt que qu'elle soit alimentée par de l'énergie fossile, l'industrie elle-même va être destructrice du monde puisqu'elle va polluer, puisqu'elle va créer des machines qui elles-mêmes vont détruire le monde. En fait, on ne peut plus réfléchir en se disant le modèle qu'on a créé est le bon. On est obligé de se dire le modèle qu'on a créé n'est pas bon. Donc, comment créer un modèle qui respecte le vivant? Et l'énergie photovoltaïque n'est pas respectueuse du vivant. Un panneau solaire, bien sûr, ne crée pas une grosse fumée noire quand il est au soleil et on se dit « Oh, ça pollue pas parce que ça ne rejette pas de carbone dans l'espace ». Mais si on va voir comment sont construits les panneaux solaires à l'autre bout de la Terre... Les industries minières qui sont extrêmement dévastatrices. Je crois que c'est 1% de ce qui est extrait dans les mines qui est réellement utile. Ensuite, les usines qu'il faut pour assembler ces panneaux solaires, l'eau qu'il faut polluer là-bas pour entretenir ces usines, puis après il y a tout l'acheminement jusque chez nous. En fait, c'est aussi une énergie qui dévaste. Et puis alors vous parlez beaucoup de l'industrie, mais derrière tout ça il y a un système qui s'appelle le capitalisme, un peu un sujet central aussi, non? Oui, c'est clair. La critique elle est aussi anticapitaliste. Moi, je voudrais juste dire quelque chose là-dessus. Moi, j'ai pu me dire, oui, mais quand même, le capitalisme s'est imposé partout dans le monde, donc c'est que ça doit être un système relativement naturel chez l'homme, donc en tout cas, on aspire tous
à vivre ça, puisqu'on va tous vers ça. Et en fait, je pense qu'il faut recontextualiser un peu le capitalisme, qui est finalement un mode d'organisation assez récent, qui doit avoir quelques centaines d'années, mais pas plus, hein. Si on compare à l'histoire de l'humanité, c'est peanuts. Et il s'est imposé en réalité, dans beaucoup de cas, par la force. On pense à tous les peuples colonisés qui avaient des sociétés plus autonomes, plus vivrières, auxquelles on a arraché leurs terres pour instaurer la propriété privée, tout un tas d'abstractions propres au capitalisme. Donc je pense qu'il faut arriver à se détacher de cette idée que le capitalisme c'est naturel et que le capitalisme est meilleur parce que il est parvenu à dominer les autres systèmes. Dans le livre, on se pose la question de est-ce que c'est parce qu'une société est capable d'asservir d'autres sociétés qu'elle est supérieure? Et en fait non, c'est juste qu'à un moment de son histoire, elle a, par l'agriculture, réussi à amasser une quantité très importante de ressources et donc du coup à se militariser, et parce qu'en même temps elle avait un système agricole par exemple qui endommageait les sols, elle était obligée de s'étendre pour ne pas mourir. C'est un peu l'histoire des empires, hein. Il y a une lecture des empires et de la fin des empires qui raconte ça. Du coup, est-ce que notre société européenne qui a été colonisée à l'Amérique, elle est supérieure aux sociétés qui existaient là-bas et que je ne connais pas, et je me garderais bien d'idéaliser les Indiens d'Amérique parce que j'ai pas assez étudié la question, mais en tout cas, j'ai pas la preuve non plus que notre civilisation occidentale ait été supérieure à celle qui existait là-bas. Et alors, est-ce que tu penses que là où on en est peut-être au moment où justement cette civilisation-là va bientôt mourir? Et oui, sauf que le problème, c'est que l'Empire romain, il était sur un certain espace, et puis que il s'est effondré localement, on va dire. Là, c'est une civilisation monde. Il y a encore quelques poches avec des gens qui vivent différemment, au fin fond de la jungle, quelques irréductibles, parfois confrontés à cette arrivée brutale de la civilisation. Mais donc si ce système-là il tombe, il va entraîner beaucoup de choses dans sa chute, quoi. Et donc le but en fait là, c'est de limiter la souffrance aussi bien des humains que des non-humains au maximum, quoi. Pour moi, c'est ça l'enjeu. En fait, comment est-ce qu'on va opérer ce changement? C'est constamment la question qui revient, en fait. Alors, on peut peut-être, avec notre bouquin, convaincre quelques personnes que il faudra peut-être changer de mode de vie, et ça va prendre 10, 20, 50 ans pour avoir quelques petits micro-changements. Avec mes parents, ça fait 15 ans que je mène un bras de fer pour les capsules Nespresso réutilisables. J'ai réussi, après on est revenu en arrière, enfin voilà, ça prend beaucoup de temps. Ou alors, le changement, il va arriver par une contrainte. Les contraintes, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Le Covid, c'était une contrainte. Et peut-être que l'enjeu, c'est de créer cette contrainte. Là, je suis venu en vélo ce matin à Paris, et c'était fou de voir que... Donc moi, j'ai grandi en région parisienne, donc je connais Paris depuis un certain temps. Et donc là, il y a les pistes cyclables qui ont pris plus de voies, plus d'espace sur la voie publique. J'ai l'impression qu'il y a une contrainte qui a été créée, quoi. C'est-à-dire que les voitures, on leur a dit maintenant, vous allez faire avec 2 fois moins d'espace. Et peut-être que cette contrainte-là, je pense que Anne Hidalgo, elle en a pris pour son grade avec ces histoires de pistes cyclables. Mais reste que là, c'est un exemple où les pouvoirs publics créent une contrainte et qui va elle-même créer des changements de comportement, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui en ont marre de passer 1h30 dans leur bagnole comme des couillons à respirer un air pollué, et qui vont peut-être changer de mode de transport ou effectuer des changements dans leur vie. Donc ça, c'est une contrainte, disons, qui a été voulue. Après, il y a des contraintes qui sont extérieures. On parlait de cette transition énergétique et des renouvelables qui vont être contraints par exemple par les matières. Là aujourd'hui, par exemple sur le cuivre, au rythme de consommation actuel, on a 40 ans de cuivre. Donc ça veut dire que toute cette fable sur les véhicules électriques et l'électrification des usines et du monde, en fait, elle va pas marcher. Donc on a une contrainte extérieure. Et l'idée aussi dans notre livre, c'était de dire, pour un mouvement qui se dit écologiste, et je rappelle écologie au sens de ce qui est écologique et ce qui contribue au bien-être des écosystèmes, et non pas à l'écologie du moindre mal, quelle est la place d'un mouvement écologiste? Finalement, c'est peut-être aussi dans la création de cette contrainte. De dire, il y a une contrainte à un moment de gens qui, dans la montagne de Lure, sont contre, et donc qui vont contraindre les entreprises parce que ils vont les emmerder juridiquement, qu'il va y avoir des chantiers qui sont ralentis, qu'il va y avoir aussi des actes de désarmement qui vont faire perdre de l'argent, des tronçons qui vont partir en fumée, voilà. Donc ça, c'est la création d'une contrainte. Ça me semble aussi intéressant de travailler sur cette idée-là, quoi. Convaincre, oui, contraindre aussi, et je pense que avec ces deux-là, on pourra peut-être avancer. Oui, je suis vraiment d'accord avec Clément. Il y a aussi ces deux visions-là. Il y a chez les écologistes en particulier, il y a de dire attendons, de toute façon la civilisation va s'effondrer, le capitalisme va s'effondrer, c'est la fin, attendons que ça s'effondre. Le problème, c'est que cet effondrement-là, évidemment, moi je souhaite
totalement, sauf que quand il va arriver, si on attend trop, tout sera déjà détruit. Donc moi je fais plutôt partie d'un mouvement qui dit c'est tout de suite qu'il faut qu'il s'effondre. Il faut qu'on l'aide à ça. Et la première chose à faire pour aider, c'est de bloquer toutes les nouvelles infrastructures qui naissent, qui vont dans le sens du capitalisme, de l'industriel qui détruit tout. Donc, par exemple, nous, sur Lure et dans d'autres endroits, ça se fait aussi, c'est de stopper les centrales solaires qui arrivent. De dire non, vous n'en mettez pas une de plus. C'est déjà un acte de dire stop. Comme l'autoroute A69, c'est stop les autoroutes, on n'en fait plus. Comme les voies à grande vitesse, les LGV. Les LGV, stop, on n'en fait plus. Il faut arrêter de construire de nouvelles choses. Et ensuite, le travail sera de démanteler ce qui existe, que le parc automobile, on cesse l'automobile, qu'on cesse du coup d'avoir besoin de routes, que du coup on cesse tout ce qui détruit le monde progressivement. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la première chose à faire pour que ce système cesse, c'est de l'arrêter. Ma dernière question. Aujourd'hui, on peut cesser un certain nombre de choses en matière d'industrie. Il reste la santé. Je ne parle pas forcément de celle qui est détruite par ce qui nous détruit. Est-ce que cette sobriété inclut la santé, sachant que effectivement, il y a aujourd'hui des gens qu'on sauve grâce à une technologie qui est une technologie de pointe? Très bonne question. Mais c'est là que tu veux répondre, Sylvie, ou... Je vais commencer. Allez. Cette civilisation industrielle, capitaliste, polluante, destructrice, crée des maladies. Donc déjà, on est dans un système qui rend malade. Si ce système changeait et retrouvait par la sobriété, mais surtout par un retour au naturel, à la nature, autrefois, les gens se soignaient avec des plantes. Et quand on dit la technologie nous sauve, j'ai envie de dire, mais elle nous détruit aussi. C'est pour qu'on ait des systèmes de haute technologie, on a été détruire à un endroit du monde pour créer ce système. Donc on va sauver des vies en détruisant d'autres ailleurs. C'est toujours ça qui est très gênant pour moi. Déjà, c'est réfléchir à est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche dans notre système de santé? Est-ce qu'il est vraiment soignant et guérissant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aussi systèmes qui peuvent soigner? Donc je dis pas qu'il faut le remplacer totalement, mais peut-être on peut garder ce qui vraiment est intéressant et puis voir qu'en fait il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde de la santé et qui ne sont pas si utiles que ça. La santé, pour moi, elle reviendra si on revient dans un monde sain. Je vais aller dans l'autre sens pour faire vivre le débat. Ta question, c'était peut-être, ok, mais si j'ai un décollement de la rétine, voire deux décollements des deux rétines, comment est-ce que je fais dans le monde sobre pour ne pas perdre la vue? Sans numérique, sans les super machines ultra technologiques, les caméras qui vont dans les faisceaux sanguins et tout ça pour m'en sortir. C'est clair qu'avec des plantes, on devient aveugle. Ça peut arriver. Alors après, ça pose une question encore plus fondamentale, encore plus philosophique. C'est même quasi la question et du rapport à la mort et du rapport à la vie, c'est-à-dire avec Sylvie, on a pas mal discuté de ça aussi pendant le reportage. Elle me disait, je préfère vivre 30 ans d'une vie hyper exaltante dans un environnement qui me remplit de joie, qui est beau, avec des liens humains qui sont de qualité, etc. Enfin, voilà, quelque chose qui irait à l'encontre du monde dans lequel t'as l'impression de vivre actuellement, même s'il y a un petit peu de ça, parce que la vie est quand même chouette. Voilà, en fait, est-ce qu'on est prêt à accepter cette part de risque de, ok, il y a plus de méga engins pour couper du bois, et donc du coup, parfois on coupe du bois et on va se planter la hache dans le pied et potentiellement on va être amputé parce que y a pas mille façons de soigner le truc. Mais par ailleurs, c'est une vie qui est très riche et qui est réellement durable. Ou alors, on est dans ce truc on pourra tout guérir avec une technologie de pointe, etc. Mais dans un monde qui lui-même est malade et crée des maladies liées à la modernité. C'est une question super profonde, quoi. Dans des cultures où il y a moins de technologie, qu'on appelle moins développée, je crois que le rapport à la mort, il est quand même assez différent.
de ce qu'il est chez nous. Je pense que là à ce moment-là, la question elle devient carrément philosophique. Et peut-être une question de curseur aussi. Oui. Peut-être que l'opération à cœur ouvert, c'est pas tout à fait la même chose que de soigner un rhume. Par ailleurs, l'utilisation des plantes à soigner et tuer des gens également. Et je précise juste, parce qu'on parle de ces choses-là, que notre position dans le livre, c'est pas « c'était mieux avant ». Parce que de toute façon, on reviendra pas à avant. Enfin, nous, notre but, c'est pas revenir à la bougie. En fait, on a une expérience issue des années passées, de tout ce qu'on a vécu là pendant le capitalisme et tout ça. En fait, il faut l'utiliser, cette expérience. On a aussi acquis des connaissances hyper importantes. Enfin, nous, c'est plutôt d'aller vers du post-industriel et de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait organiser l'économie et la société en conservant le maximum de biens communs, en se passant de tout ce qui nous tue, quoi. Tout à fait, c'est déjà le cas de toutes les techniques d'agroécologie qui se servent de ce que connaît la science et l'ajoutent à ce que connaît l'expérience. Complètement. Merci. Merci à toi. Merci. There's gotta be a way of killing it. How do we do it? You can't. Vous venez d'écouter Dans quelle étagère, le podcast du vivant. Ça vous a plu ? Partagez-le largement. Retrouvez tous les épisodes en ligne sur toutes les bonnes plateformes sur la chaîne TerraFocus. Ces podcasts sont publiés sur Hortus Focus, le vivant d'abord. Ce magazine en ligne vous informe sur le jardin et ses pratiques, la transition écologique, démocratique et sociale, la biodiversité et ses enjeux, le patrimoine végétal. Retrouvez-nous sur hortus-focus.fr. Comme toute la presse indépendante, Hortus Focus a besoin de ses lecteurs et auditeurs pour pouvoir travailler. Nous sommes tous bénévoles et pour financer notre travail, nous ne pouvons compter que sur vous. Déposez un don défiscalisable sur Helloasso, ça nous aidera beaucoup.